Soudan du Sud, les pourparlers de paix ont pris ce vendredi une mauvaise tournure. Le gouvernement cherche à écarter Riek Machar des négociations. Au Nigeria, les services de renseignement ont en effet annoncé avoir arrêté 2 commandants présumés de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Et puis dans l'extrême nord du Cameroun, le gavage traditionnel des nourrissons pour les rendre plus forts reste très répandu en dépit du danger. Les différents acteurs d'une guerre civile déclenchée en décembre 2013 continuent à souffler le chaud et le froid. Mercredi soir, la rencontre à Addis Abeba entre Salva Kiir et Riek Machar avait laissé percer l'espoir qu'une solution négociée soit bientôt trouvée. Et jeudi, un sommet avait réuni à Addis Abeba plusieurs chefs d'État des pays membres de l'IGAD. Vendredi, le gouvernement sud-soudanais a douché l'enthousiasme des plus optimistes en affirmant que Riek Machar n'avait pas sa place dans le gouvernement d'union nationale. Il y a une différence en politique entre vos propres relations sociales avec une personne et vos relations politiques. Politiquement, nous ne voulons pas de Riek Machar, mais c'est un Soudanais du Sud. Socialement, nous interagissons avec lui. Dr Riek Machar doit être délocalisé hors d'Afrique du Sud, mais aussi hors de la région, n'importe où, près du Soudan du Sud. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé qu'au cours des 2 semaines à venir, pendant que les réunions à Khartoum, à Nairobi et à Addis Abeba sont organisées, Dr Riek Machar continuera à osciller entre les 3 capitales. Avant cette semaine, les 2 hommes ne s'étaient plus parlé en face à face depuis juillet 2016. Les 2 camps négocient depuis des mois sous l'égide de l'IGAD, mais cette nouvelle réunion devait permettre d'accélérer le processus. Elle sera suivie d'une autre rencontre à Nairobi et l'accord final devrait être signé à Addis Abeba dans un délai de 2 semaines, d'après le gouvernement sud-soudanais. Il s'agit d'une faction dissidente du groupe djihadiste Boko Haram qui préparait des attaques d'envergure au Nigeria. 2 commandants présumés de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont été arrêtés dans la capitale fédérale, Abuja, le 5 mai. Un 3e individu est détenu depuis fin avril dans l'État de Bauchi. L'agence de renseignement du Nigeria a fait passer l'information dans un communiqué publié jeudi soir. Selon la même source, 4 membres présumés de Boko Haram, dont 2 spécialistes des explosifs, ont également été arrêtés. En effet, les suspects avaient mis au point des projets non seulement pour perpétuer les idéaux du mouvement djihadiste dans la région, mais pour mener des attaques violentes et haineuses contre des innocents en collaboration avec Boko Haram. Cette dernière annonce intervient après la parution d'un article du tabloïd britannique The Sun, affirmant que les dirigeants du groupe État islamique en Syrie avaient envoyé des combattants aguerris au Nigeria pour préparer d'éventuelles attaques en Grande-Bretagne. Il affirmait également que des fanatiques de l'ISWAP étaient par ailleurs envoyés au Moyen-Orient pour s'y entraîner dans le cadre d'un programme d'échange. Nous devons faire preuve de civisme. Parce que vous savez, la vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas continuer de subir des situations de ce genre. Moi, je suis totalement offusqué et vraiment, je suis meurtri. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens, de grâce, aidez-nous. Et nous travaillons pour que nous ne soyons plus surpris par de telles situations. Et vraiment, mes condoléances attristées et toute ma compassion. Et nous prendrons des dispositions. J'ai dégagé avec le ministre des Finances et le Premier ministre des ressources de 2 milliards de francs CFA pour essayer de résoudre une série de problèmes que nous avons examinés ce matin. Voilà, l'argent ne peut pas tout résoudre, mais au moins c'est un soulagement que nous pouvons apporter à nos concitoyens.
Ce terrain récemment défriché de sa mangrove est désormais inondable et en principe non constructible. Mais dans cette banlieue au nord de Libreville, c'est l'occasion de lancer de nouveaux chantiers. Des chantiers dangereux qui ne respectent pas toujours les réglementations des zones naturelles semi-protégées. C'est révoltant parce que logiquement on ne devrait pas être dans une situation où des personnes construisent dans des endroits qui logiquement sont appelés à être inconstructibles. Tout simplement. Là on a affaire à la situation de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui construisent dans le domaine public. Le Gabon recèle à lui seul la moitié des mangroves du golfe de Guinée. Elles entourent une grande partie de la capitale. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de cette déforestation. La mangrove constitue un écosystème essentiel contre la montée des eaux et pour la préservation de la faune marine. Elle est en train de disparaître à cause de l'urbanisation. Elle est en train de disparaître à cause de la spéculation foncière. Une spéculation foncière et une urbanisation qui grignotent jour après jour les aires protégées de Libreville, ce qui pousse les experts à préconiser une extension de la ville vers l'intérieur des terres, dans des zones moins humides. Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits de rivières, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers. Dans les rues de Libreville, il est désormais fréquent de voir des chantiers abandonnés ou des routes se transformer en rivières. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme pour freiner cette urbanisation anarchique et éviter des inondations à répétition potentiellement catastrophiques. Dans cette région, le gavage traditionnel des nourrissons, consistant à leur faire absorber de manière régulière de l'eau chaude ou de la bouillie pour les rendre plus forts, reste très répandu en dépit du danger. Assise sur un tabouret, Florence Gavena pose à côté d'elle une assiette contenant de la bouillie de maïs. Elle déshabille alors sa petite fille, l'asperge d'un peu d'eau et la fait asseoir sur ses pieds, dos contre ses jambes et tête coincée entre ses genoux. C'est ma grand-mère qui m'avait conseillé de le faire comme ça parce que elle a dit que si elle boit de cette manière-là, ça serait un peu mieux. Mais donc moi aussi j'ai appris, j'ai regardé chez elle jusqu'à ce que j'ai appris. La jeune maman rhabille sa fille après l'avoir nettoyée. Les enfants sont généralement gavés à partir de 3 mois et jusqu'à 2 ans dans certains cas. Ici, les femmes trouvent cela tout à fait normal. Ils trouvent que c'est la meilleure façon même de nourrir un enfant. Elles ne connaissent pas les conséquences et l'enfant, vous verrez tout de suite après, qui est très content, qui est rattaché à sa mère, qui n'a aucun problème. Et même ces femmes vous diront que la façon dont on nourrissait les enfants à travers le gavage, c'est ça qui les empêche même d'avoir toutes les maladies qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre aujourd'hui. Souraya Aman, pédiatre à l'hôpital régional de Maroua, a un tout autre avis. D'un point de vue médical, les gavages traditionnels peuvent être dangereux, dans ce sens qu'ils peuvent entraîner une inhalation dont le bébé peut présenter des fausses routes et cela peut se compliquer avec un arrêt cardio-respiratoire. Le bébé peut être asphyxié et parfois ça peut entraîner le décès du bébé. Certains déplorent qu'aucun des programmes de nutrition infantile menés dans le nord du Cameroun ne propose éventuellement aux mamans des solutions de rechange pour la bonne alimentation du bébé sans lui faire courir de risques. Toutes les parties prenantes de l'écologie et de l'agriculture ainsi que les décideurs ont tenu une rencontre vendredi pour réfléchir sur la question du glyphosate. Il a été initié la mise en place d'une instance chargée de surveiller la bonne marche du plan de sortie du glyphosate. Syndicats agricoles, industriels, distributeurs, services de l'État, coopératives, chambres d'agriculture et instituts de recherche et d'innovation se sont pour la bonne cause réunis en présence de parlementaires et de représentants des régions sous l'égide des ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique. D'ores et déjà,
des solutions existent et ces solutions reposent évidemment principalement sur ce que l'on appelle l'agroécologie. Et dès lors d'ailleurs que ces solutions existent, il faudra sans plus attendre essayer de les déployer, puisqu'on n'est pas forcé d'attendre dans 3 ans pour commencer à développer des alternatives. Mais les agriculteurs ne pourront pas accepter des engagements sans compensation. Lorsque ça coûte, il faut partager. L'environnement est un bien public, la santé est un bien public. C'est donc l'ensemble de la société qui doit contribuer. C'est une attente sociétale, oui c'est vrai. C'est pas seulement une lubie ou une pression médiatique, il y a une attente sociétale. Ça a un prix, payons tous. Nous avons décidé de créer un centre de ressources, une véritable banque de solutions qui vont permettre de lister à la fois les méthodes alternatives, les itinéraires de référence et puis l'ensemble des initiatives de terrain. L'Assemblée nationale a rejeté fin mai des amendements qui visaient à graver dans la loi agriculture et alimentation cette sortie du glyphosate en 2021. Le gouvernement voulant trouver d'abord une solution de rechange pour les agriculteurs. Le drame s'est produit mardi dans l'état sous-développé du Jharkhand en Inde. Employées d'une organisation caritative indienne, les femmes jouaient une pièce de théâtre pour sensibiliser les consciences au trafic humain dans le district de Kunti lorsqu'elles ont été attaquées. Elles sont 5 à avoir été enlevées et violées. Les victimes ont déposé plainte auprès de la police. Depuis mardi, aucune arrestation n'a eu lieu. Les autorités soupçonnent les partisans d'un mouvement d'autogestion des villages qui voient les étrangers d'un mauvais œil. C'est un incident extrêmement malheureux. Les employés d'ONG étaient ici pour jouer une pièce de rue dans le village de Kokei. Et selon les informations initiales que nous avons reçues, 5 femmes ont été violées par des coupables. Le superintendant de police est lui-même sur le lieu de l'incident. Quelques personnes ont été identifiées, celles qui ont été impliquées dans ce crime. Des raids ont été menés. Les violences sexuelles en Inde sont fréquentes. Quelques 40 000 agressions sexuelles ont été signalées en Inde en 2016, mais leur nombre réel serait bien plus élevé en raison du silence entourant ces crimes dans un pays qui reste très patriarcal.